Salut tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien, j'espère que vous allez bien évidemment. Merci d'avoir rejoint ce live, peu importe où vous êtes. Alors je vais vous donner un petit peu le contexte, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que on n'est pas que sur mes réseaux sociaux à moi. Je m'appelle Fabien Olicard, donc dans la vie je suis passionné par le cerveau, je fais du mentalisme, je fais plein d'autres choses comme ça, je fais des spectacles autour de ça, des vidéos sur YouTube et des livres. Et aujourd'hui sort mon 4e livre. Et à cette occasion, il y a Cultura qui a eu la gentillesse de me proposer avec ma maison d'édition First de faire un live sur leur page Facebook. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas faire plus que ça? C'est-à-dire, moi, je ne peux pas mettre le live sur mes réseaux aussi. Et ils m'ont dit si, bien sûr. Donc, on est en direct sur Twitch. Donc, salut toutes les personnes qui sont sur Twitch. Sur ma page Facebook et mon profil Facebook. Donc, bonjour à tous aussi. Sur YouTube. Donc, salut les gens de YouTube. Et sur la page Facebook des éditions First. Et sur la page Facebook de Cultura. Donc, ça fait pas mal de monde d'agglomérer comme ça au même endroit. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est pour moi de vous parler de ce livre qui vient de sortir aujourd'hui dans les librairies, dans les Cultura évidemment et dans tous les points de vente habituels. Je suis très touché que Cultura m'ait proposé de faire un lancement en cette période-là, de dire non mais on va quand même faire une sortie pour ton livre. Et les sorties là on ne peut pas le faire avec les rassemblements évidemment. Ils m'ont dit mais il n'y a pas de souci, la page Facebook est à toi. Donc merci beaucoup à eux, je suis très touché de ça. Je vais vous dire de quoi parle ce livre, ce qu'il y a évidemment à l'intérieur et surtout répondre à vos questions aussi par rapport à ce bouquin qui est sûrement le plus important que j'ai pu écrire. C'est mon 4e livre, mais c'est celui qui va le plus loin dans ce que je pense, dans ce que je peux apporter et aussi dans ce que j'ai vécu parce que comme d'habitude, ça part toujours de mes histoires et de ma vie pour retransmettre des choses en rapport avec le cerveau, mais là particulièrement avec le bonheur. Et le bonheur, c'est une composition extrême entre de l'échec, de la réussite et de la flexibilité mentale, on va dire ça. Donc avant de prendre vos questions à vous, je vais prendre les premières questions que m'avait envoyées Cultura Livre. C'est des questions qui ont été posées comme ça par des vrais gens que je vais vous lire. La première question, c'était comment Fabien Olicard est venu de son art de mentaliste à son envie d'écrire pour partager ses techniques, pour faire travailler notre cerveau. Ok, et c'est Spitfire89 qui a dit ça. C'est intéressant comme question, merci de l'avoir posé. Ça, c'est en vrai, je crois que j'ai toujours aimé les livres. C'est-à-dire que avant de savoir lire, j'allais déjà à la bibliothèque chercher des livres pour faire comme ma frangine. Et j'ai beaucoup aimé cet univers-là. C'est un peu fou en vrai. Une bibliothèque, c'est une caverne d'Ali Baba avec du savoir que tu peux télécharger dans ton cerveau. Je crois vraiment que je l'ai vécu comme ça. Et donc j'ai adoré apprendre par les livres. Je suis autodidacte dans plein de domaines, mais j'ai adoré aussi m'évader avec des histoires. Donc j'ai un vrai rapport au livre qui est depuis presque ma naissance, on va dire, quasi. Quand j'ai décidé de monter sur scène pour faire marrer les gens et pour les bluffer avec du mentalisme, je voulais absolument retransmettre déjà des choses dedans. Mais un one-man show, c'est pas fait pour la pédagogie. Il y en a quand même, mais on peut pas aller très loin. Quand j'ai lancé les vidéos après sur Internet 7 ans plus tard, donc il y a 4 ans, je me suis dit, ok, on peut aller plus loin. Effectivement, on peut aller plus loin, mais ça reste quand même du format vidéo sur Internet. C'est une chaîne. Je ne peux pas être aussi exhaustif que j'aimerais l'être. Et ce ne serait pas très intéressant, d'ailleurs, sous cette forme-là. Et donc, il y a 4 ans, quand les éditions First m'ont proposé d'écrire mon premier livre, j'avais 30 000 abonnés à l'époque. Hein. C'est pas parce que j'avais plein d'abonnés qui sont venus me voir. Et ils m'ont fait confiance, en fait, sur ce que je voulais faire. Ils m'ont dit, ok. On l'a fait, ça a bien fonctionné, ça a eu de l'écho auprès des personnes qui ont lu, celles qui me connaissent et celles qui ne me connaissaient pas. Le deuxième, pareil, l'année dernière, j'ai pris un risque en écrivant Votre temps est infini, qui est une autre facette de moi qu'on ne connaissait pas. Et je me suis dit, allez, moi j'ai envie en fait d'aller là, donc je le tente, j'étais tout stress. Vos retours ont été fous. Et cette année, on passe encore un gap dans la profondeur, parce que en parlant de ça, j'étais obligé de parler de moi et de toute mon histoire. Donc, voilà comment j'ai toujours eu envie d'écrire des livres en réalité, monsieur Spitfire. La deuxième question, c'est quelles ont été ses sources, ses recherches, philosophie, spiritualité, pour mettre au point sa méthode. Alors, vous dire ça, en vrai, ça prendrait tout le... Il faudrait que je vous lise le livre pour lire ça, mais ça va piocher en fait déjà dans de l'expérimentation de vie, dans de l'expérientiel, avec de la réflexion derrière, avec ce qu'on appelle de la B-testing quand on parle en nouvelle technologie, c'est-à-dire de tester des choses, de voir ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, et puis beaucoup d'études scientifiques que vous retrouverez de toute manière à la fin du livre. Il y a toute la bibliographie des choses que j'ai pu utiliser.
Quel est le point de départ de votre passion? Donc là, j'imagine que c'est le mentalisme, un événement, un mentor, un livre de Soft78. Le point de départ pour le mentalisme, c'est une de mes composantes qui est la curiosité. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux depuis toujours. Tout m'intéresse. Je peux me passionner de tout, surtout si j'ai en face de moi une personne passionnée et donc, a fortiori, passionnante. Ça, c'est le premier truc. Après, pour le mentalisme en lui-même, quand j'avais l'âge de 8 ans, j'ai acheté un bouquin sur un vide-grenier qui s'appelle Cours Magica de Robert Veno. Et le dernier chapitre de ce livre s'appelle Il n'y a pas de truc. Et c'était des choses de mentalisme à l'intérieur. Donc des forçages psychologiques, des trucs comme ça. J'ai fait, oh, c'est fou. Je voulais savoir faire ça. Je voulais divertir les gens en faisant ça, mais je voulais surtout comprendre pourquoi ça fonctionnait sur le cerveau. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à piocher dans la base illusionniste du mentalisme, mais aussi dans la base neurosciences et comprendre des choses, apprendre. Et aussi avec le temps apprendre que j'avais tort dans ce que j'avais appris, parce que la science se corrige, parce que moi j'ai appris par exemple beaucoup de choses sur, je vais vous dire des choses sur la PNL à l'époque ou sur des sciences de body language ou des choses comme ça, qui se sont avérées démontrées fausses dans le temps. Donc en plus, il faut se mettre à jour, il faut faire preuve d'humilité et tout. Et je trouvais ça en fait passionnant de se dire, en fait, c'est pas qu'on avait faux, c'est que c'est pas tout à fait comme ça et tu creuses vers quelque chose d'un peu plus vrai. Mais voilà, pour répondre, j'ai trop élargi la question, mais c'est à l'âge de 8 ans. Faut-il avoir été malheureux pour savoir ce qu'est vraiment le bonheur? De Deepest Blue. C'est une sage question. Est-ce qu'il faut avoir connu le noir pour savoir ce que c'est de la lumière? Est-ce qu'il faut avoir mis sa main dans l'eau froide pour savoir faire la différence avec l'eau chaude? Ça veut dire qu'on met en opposition le malheur et le bonheur. Est-ce que le malheur en fait existe vraiment? Je crois que le malheur en fait c'est juste, je vais reprendre un truc que m'a dit assez justement un pote qui s'appelle Pierre Cross il n'y a pas longtemps. Il disait que le bonheur c'est le fait de soustraire des problèmes en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Ça veut dire que le bonheur est déjà présent et ça veut dire qu'on n'a pas enlevé assez de choses. Donc ça veut dire que le malheur n'est pas forcément présent. Ça veut dire qu'on peut être malheureux, on peut être pas bien, on peut être angoissé, on peut être plein de choses, mais ça vient de facteurs, de composantes où on peut soit retirer le facteur qui pose problème, soit on peut le voir différemment et on peut aussi décontaminer son cerveau de certaines choses. De la peur de l'échec, par exemple, dont je parle beaucoup dans le livre. On redéfinit complètement pour votre cerveau ce qu'est l'échec. C'est ce que j'ai fait pour moi et qui a vraiment changé ma vie en vrai. On peut recomposer un peu ces réflexes mentaux, savoir pourquoi notre cerveau nous envoie telle émotion, savoir ce que veut dire une émotion aussi. C'est assez fabuleux de voir qu'en fait, on n'est pas vraiment malheureux. On peut éprouver de la tristesse, on peut éprouver de l'angoisse, mais on ne peut pas éprouver du malheur. C'est pas un sentiment en fait. Donc c'est hyper pertinent comme question. La nouvelle question, c'est pourriez-vous résumer votre dernier livre en une phrase de Isabelle Epp? Non, c'est trop dur. Je vais vous dire un secret. Ce livre, j'ai une méthodologie. Quand j'écris au kilomètre pendant 1 ou 2 mois. Après, avec cette matière-là, je la retravaille, je la rends plus cohérente, je la structure et je découvre un peu ce que j'ai voulu écrire cette année-là. C'est dans ce sens-là que ça passe et pas dans l'autre. J'ai des points de départ, mais à peine. Et du coup, à la fin, je me suis dit, mais il parle de quoi ce livre? Il parle de tellement de choses différentes, je ne savais pas. Est-ce qu'il parle d'échec? Est-ce qu'il parle de réussite? Est-ce qu'il parle de flexibilité mentale? Est-ce qu'il parle de biais cognitifs ou de biais du cerveau émotionnel? Il parle de quoi en fait? Il est utile, c'est sûr, mais il parle de quoi? Et c'est comme ça, à la toute fin, je me suis dit, ben, en fait, il parle du bonheur. Il parle du bonheur, mais il faudrait définir aussi ce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est pas une émotion, c'est pas un pic comme la joie par exemple. La joie, elle arrive, elle est à son maximum et elle disparaît. Et elle va peut-être sécréter des hormones endogènes fabriquées par notre propre cerveau, comme de la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine, ce genre de choses. Mais on est sur quelque chose de temporaire. Donc y a un côté un petit peu plus humeur égale, je crois, dans le bonheur. Et donc, je voulais parler de tout ça en même temps dans le livre, en s'appuyant sur mon expérience personnelle, qui n'était pas évidente à certains moments, et où il a fallu en fait que je me comprenne, que je comprenne mon cerveau. Et comme je suis un procrastinateur de base, il fallait des solutions douces, pas violentes, que je tienne facilement dans le temps. C'est tout ça que je voulais partager. Donc, en une seule phrase, je dirais que ce livre, c'est le livre qui peut changer le regard sur votre vie
sans transformer votre vie. Il y a souvent des bouquins qui disent ça va vous transformer la vie. C'est pas ma promesse. Ma promesse, c'est que vous découvriez votre propre vie vraiment, comme j'ai essayé de le faire moi. Ouais, je crois que c'est la bonne phrase. Une autre question, pouvez-vous nous livrer quelques exemples des expériences personnelles qui sont traitées dans ce livre? Alors, oui, je vais essayer de faire court. C'est pas évident de faire court pour ça, mais des expériences personnelles. Par exemple, j'ai raté mon bac. Comment tu rates ton bac quand toute ta vie, on t'a considéré comme plus intelligent de la moyenne, quand on t'a dit que tu avais toujours eu des facilités? Comment tu vis le fait de rater ton bac? Alors pour plein de raisons, principalement aussi parce que je bossais en même temps et que j'avais calibré pour avoir juste ce qu'il fallait, etc. Mais comment tu vis ça? Comment tu rebondis là-dessus? Comment tu dis je vais faire tout ce que je voulais faire dans ma vie, en fait, quoi qu'il arrive? Comment tu dis est-ce que je le repasse dans un an et du coup je travaille pendant un an, mais du coup j'ai pas le diplôme pour? Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte une boîte directement? Mais je ne sais pas monter de boîte. Et puis tu t'aperçois que pour certaines sociétés, il faut des licences et que pour ces licences, il faut déjà au moins avoir le bac. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Comment tu t'estimes? Comment tu te désestimes pas? Comment tu fais vis-à-vis du regard des autres, de ta famille, de tes proches, de tes autres copains? Est-ce que ça a un vrai impact sur ta vie? Voilà, ça c'est un exemple dont je parle dans ce livre. Mais bon, il y en a énormément d'autres. Comment tu réagis quand tu perds 10 ans de travail d'un coup sur tout ton travail? J'ai vécu ça à Lima, à l'aéroport de Lima, il y a des années. Comment tu rebondis là-dessus? Surtout qu'en plus, moi j'avais des traces créatives, des traces de recherche aussi, les spectacles, tout perdu. Comment tu vis ça? Est-ce que à ce moment-là, tu es capable d'avoir des chemins mentaux pour gérer après ça? Comment tu fais quand tu n'as plus de sous aussi, quand tu n'as plus du tout d'argent? J'ai vécu des périodes pas simples. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas pauvre, mais qui n'est pas aisée non plus, avec un père qui a bien travaillé, une mère qui a vraiment hyper bien géré à la maison et tout ça. Donc j'ai eu cette expérience-là, et après, j'ai pas eu des revenus de dingue, et ça a même été souvent très difficile parce que j'ai toujours investi dans mes propres projets au risque de ne pas avoir d'argent moi-même. Un jour, j'ai un copain qui m'a dit avec tout le travail que tu fais, comment tu fais pour être toujours dans la galère? Mais tu fais quoi de ton argent? C'était assez humiliant quand il m'a dit ça comme ça. Je l'ai même très mal pris. Mais en soi, il avait raison dans l'image. J'avais l'air d'un galérien comme ça tout le temps, mais parce que je préférais miser sur moi-même, miser sur le futur, et essayer de faire des choses et de construire. Et puis, j'ai une nature assez généreuse aussi. Donc, si quelqu'un a moins que moi et que je peux aider, je vais aider aussi. Donc ça parle de ça aussi, de est-ce que l'échec, par exemple, c'est un truc hyper philosophique. J'ai plus de travail, j'ai pas de femme, j'ai des gros problèmes d'argent. Est-ce que je suis vraiment en échec? Est-ce que c'est ça l'échec en fait? Spoil, la réponse est non pour moi. C'est autre chose l'échec. Ça, c'est une situation hyper désagréable et très malheureuse. Et il y a des moyens en fait, en vrai, de l'aborder différemment. Les émotions que ressentent les personnes dans ces situations-là sont vraies, sont sincères, sont dramatiques, mais on peut envisager les choses différemment pour les aider en fait à revoir ça et peut-être les aider tout court ou qu'elles cèdent elles-mêmes, mais c'est pas ça un échec. Il faut redéfinir l'échec et la réussite de toute manière. Après le succès de Votre temps est infini, pouvez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas lu, nous livrer 2-3 astuces permettant de mieux gérer son temps et sa propre organisation? Oui, je peux faire ça. D'ailleurs, il y a une astuce que je n'avais pas mis dans Votre temps est infini, que j'ai mis ici, dans ce livre-là, qui est sur un point dont on n'aborde jamais quand on parle d'organiser son temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, Votre temps est infini, c'est un livre que j'ai écrit pour reprendre le contrôle de son temps. Pas forcément pour être plus productif et faire plus de choses. On fait ce qu'on veut de son temps, mais l'important, c'est de savoir dans quel temps on est et d'être certain qu'on a décidé de ce qu'on est en train de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on peut chiller, on peut travailler, on peut prendre du temps entre amis. Ça, c'est autre chose et il faut faire vraiment ce qui vous aligne. Donc dans ce nouveau bouquin, la toute petite partie qu'il y a sur le temps, c'est sur l'énergie. Le temps réel, en physique, quoi, en sciences, le temps qui s'écoule, celui qu'on vit, donc pas celui qu'on calcule comme le temps imaginaire, c'est un temps qui est associé à l'énergie. Et donc à la dégradation de l'énergie, etc. C'est pour ça qu'il se passe des choses, qu'on vieillit, qu'on peut manger, qu'on respire, parce qu'il y a de l'énergie en permanence qui est consommée et utilisée. Quand on fait son agenda pour le lendemain,
on vit en général ce qu'on appelle l'échec de l'agenda, enfin j'ai appelé ça comme ça, l'échec de l'agenda, c'est-à-dire tu ne tiens pas ce que tu avais prévu dans ton agenda le lendemain. Pourtant, tout tenait dans l'agenda. Donc le problème est où? Le jour où j'ai vécu ce problème tous les jours et que j'en pouvais plus parce que ça m'humiliait en plus, c'est-à-dire ça me faisait baisser mon estime de moi, j'ai cherché le problème et j'ai compris que c'était dans la notion même du temps. On gérait le temps mais pas l'énergie. Et le temps réel, c'est les deux. Donc je me suis dit, je vais faire mes agendas maintenant différemment. Je fais une pile qui correspond à l'énergie que j'ai dans une journée. On va dire, je peux traverser cette journée sans perdre d'énergie et donc ça correspond à toutes les heures de ma journée éveillée. Et dans cette journée-là, j'ai des slots, de grandes barres, on va dire, d'énergie qui font 1 heure, subdivisées en slots de 20 minutes. Donc j'ai 3 cases de 20 minutes par heure. Voilà, ça, c'est mes bases d'énergie. Si je dois nettoyer ma cuisine pendant 20 minutes, ça ne me prendra pas plus d'énergie que si je me reposais dans mon canapé. Me demandez pas pourquoi, je peux venir nettoyer votre cuisine, mais ça me fait ni plaisir ni déplaisir de nettoyer ma cuisine. Je le fais. Ça ne me pose pas de problème en fait. Ça ne m'apporte rien, ça ne m'enlève rien. Donc, c'est mon étalon. Si je veux nettoyer ma cuisine 20 minutes, je fais 20 minutes. J'aurai 20 minutes de mon énergie disponible du lendemain. Si par contre, je dois appeler un organisme d'État, par exemple, pour un truc de papier à demander, ça me demande beaucoup d'énergie mentale. Je ne sais pas pourquoi, c'est pareil, j'en ai aucune idée, mais c'est compliqué pour moi de vivre ça, quoi. Ça me saoule de les appeler, d'attendre, d'expliquer, de réexpliquer, etc. Donc si je dois passer 10 minutes au téléphone à appeler un organisme comme ça, je sais que ça va me prendre plus de 2 fois le temps que ça me prendrait pour nettoyer ma cuisine en termes d'énergie, toujours je parle. Donc pour 10 minutes d'un appel comme ça téléphonique que je dois faire le lendemain, je vais rayer au moins 20 minutes, voire 25 minutes d'énergie disponible. Et vous voyez ce que je veux dire? À la fin, en fait, dans mon agenda, il y a plein de trous parce que on a l'impression que j'utilise pas tout mon temps, alors que c'est faux. J'utilise toute mon énergie, ce qui fait que je suis sûr de pouvoir faire ce que j'avais à faire. J'ai une bonne gestion de l'énergie, je me connais par cœur aujourd'hui, vraiment. Je peux pousser les limites loin, très loin, trop loin même sûrement parfois, mais c'est ce qui me permet ça, entre autres, en partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non. Eh bien, je vais regarder un petit peu, dans ce cas, les questions que vous me mettez à droite et à gauche. Je vais regarder, tiens, peut-être un petit peu sur la page Cultura déjà pour commencer. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'écriture de ce livre? Demande Geoffrey Sainte-Fourche. Le plus difficile pour moi dans l'écriture de ce livre, c'est ce qui est arrivé à la toute fin. J'ai écrit le livre en entier et je me suis dit, mais là, Fabien, on dirait vraiment quelqu'un qui a décidé en fait d'expliquer la vie aux gens un petit peu, d'expliquer le cerveau et la vie aux gens. Et je me suis dit, bah, c'est pas jouable en fait de faire ça. Donc j'ai rajouté un chapitre. C'est celui-là. C'est le tout premier, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre et celui qui avait peur d'échouer. J'ai écrit ces 2 chapitres-là à la toute fin, mais vraiment. Et en racontant des choses qui sont ultra personnelles. Il y a les anecdotes dans le livre, il y a les moments de vie, il y a des choses très intimes. Mais là, je donne des clés de qui je suis que j'ai jamais donné, même pas en interview, parce que j'ai pas envie d'en parler. Mais il fallait que je le mette pour que vous compreniez pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc ça a été le plus dur. J'ai pleuré en écrivant ces lignes-là. J'ai écrit 3 lignes, je pleurais, j'arrêtais, je reprenais et tout. Et pour tout vous dire, je suis en train d'enregistrer la version audio de ce livre. Et la première séance, il fallait lire ça. Et pareil, ça m'a ravagé. Donc, oui, c'est la première fois que j'écris un livre où en l'écrivant, j'ai des choses comme ça qui remontent. Ça a été le plus compliqué. Il y a Véronique Courta qui dit, en fait, est-il difficile de vivre pleinement quand les émotions subsistent, je pense. Oui, c'est difficile, mais c'est difficile parce qu'on a un mauvais rapport à nos émotions. Dans ce qu'on nous apprend, on nous apprend par exemple qu'il faut absolument refuser des émotions négatives. J'en suis pas certain, j'en parle dans le bouquin et j'explique comment j'aborde ça. Une émotion, c'est un peu, je vous spoil un peu le propos, mais disons que de base, une émotion, c'est comme une douleur. En fait, si je me pince, je viens d'avoir mal là devant vous. Cette douleur, elle a été envoyée par les nerfs à mon cerveau en disant « Attention, il y a un danger, la peau se fait attaquer, je t'envoie cette information vive. » Si vous ressentez une énorme tristesse d'un coup, une colère ou une angoisse, ou
c'est une information que vous donne votre cerveau. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Il y a votre cerveau, votre inconscient qui a capté des choses que peut-être vous n'avez pas conscientisées avec le cortex. Peut-être vous n'avez pas déterminé pourquoi. Donc le cerveau dit attention, je ressens ça, il y a un danger. Et après, une fois que cette émotion est là, qu'on la constate, on peut se mettre à l'analyser et voir ce qu'on en fait. Mais rien que le fait de dézoomer, de constater l'émotion, on ne la vit plus pareil. Ça n'a déjà plus rien à voir. Donc on peut être beaucoup plus présent dans sa vie, quand tu dis vivre pleinement, parce qu'on a dézoomé, on a regardé, et après il y a tout ce que j'explique dans le livre pour bien vivre avec ça. Combien de temps ai-je mis pour écrire ce livre, demande Amélia? Combien de temps? En fait, 30 jours pour le tout premier jet, qui fait 50 000 mots à peu près. 30 jours pour réécrire, c'est-à-dire tu jettes des parties entières que tu réécris, etc. Machin. Et après, je crois qu'on a mis 1 mois et demi, 2 mois pour faire les finitions, le graphisme, les corrections orthographiques, etc. Avec Marianne et Laura de ma maison d'édition, qui ont hyper bien bossé dessus, merci à elles. Donc voilà, mais c'est à peu près mon processus normal pour écrire les livres, c'est toujours le même schéma. Je les écris toujours de la même manière, durant les mêmes périodes d'ailleurs. Et là, la différence, c'est que cette année, il y avait le confinement, donc j'ai vraiment terminé ce livre durant le confinement, en réalité. Après, je prendrai quelques questions aussi sur Twitch et sur les autres réseaux, évidemment. Quand vous écrivez, me demande Johanna, vous vous laissez totalement porter par vos pensées ou dès le début, vous avez un semblant de plan ou d'idée que vous suivez? Je crois que j'ai répondu à cette question. J'écris vraiment au kilomètre durant le premier mois. Chaque jour, durant 30 jours, je vais écrire 1667 mots minimum. C'est comme ça. C'est pas autrement. Donc à la fin, 30 fois 1667, ça fait environ 50 000 mots. C'est pour avoir cette matière première. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de retravailler une matière, même s'il y a des parties de la matière qui sont nulles, qui sont pas ouf, qu'il faut jeter, etc. Mais c'est plus facile que d'être sur la feuille blanche. Donc j'écris sans me juger. Il n'y a pas de style, c'est pas terrible et tout. Et puis en écrivant, j'ai d'autres idées. Je me dis, mais je pourrais parler de ci, je pourrais parler de ça. Et là, j'écris des trucs et le lendemain, je vais écrire aussi là-dessus. Je me sens beaucoup plus cohérent, exhaustif et sincère que si j'écrivais selon un plan. Donc ça, c'est ma méthodologie. Et après, du coup, il faut beaucoup de temps pour tout remettre dans un bon sens, pour retrouver le flux de pensée que je voulais. C'est là où mon éditeur m'aide beaucoup, mon éditrice surtout. Et après, réécrire un petit peu pour rendre l'ensemble cohérent en fait. Vous qui êtes aussi actif sur YouTube, comment arrivez-vous à transmettre vos émotions, votre savoir à travers une caméra, me dit Alexandre Poirier. Ça a été à peu près la même méthode que le livre. J'ai trouvé mon bonheur sur YouTube en échouant beaucoup et en faisant beaucoup de masse. La première année, en 2016, je faisais une vidéo par jour pendant 1 an. Donc elles étaient pas toujours terribles. Le fond était pas toujours intéressant. Moi, j'étais pas toujours très bon face à la caméra. Mais ça m'a permis de forger très vite pour vite devenir forgeron. Donc d'être à l'aise face à une caméra. Les premières vidéos, je ne suis pas à l'aise du tout. Et maintenant que je suis à l'aise face à une caméra, ça veut dire que j'ai vraiment dans mon cerveau conscientisé qu'il y a une personne spécifique qui est en train de regarder la partie écran, le retour de ce qui est en train d'être capté par l'œil froid. Et je ne vois plus l'œil froid, je vois la personne qui est en face. Là, par exemple, je vous réponds vraiment. J'ai vraiment conscience qu'il y a... on doit être 3000 ou 4000 personnes, tout réseau confondu. Et ben, j'ai vraiment conscience de ça. Et donc, c'est vraiment à vous que je m'adresse à ce moment-là. Donc, ça me permet d'être aussi naturel que dans la vraie vie. Donc, je ne me pose pas la question de comment passer une émotion ou un savoir, puisqu'en fait, le moi de la vraie vie égale le moi des vidéos, égale le moi sur scène, égale le moi dans les livres. Je n'ai pas vraiment construit de personnage, quoi. Merci pour l'explication, merci pour vos réponses. Ok, je vais regarder un petit peu maintenant les questions aussi qu'il y a sur Twitch peut-être. Salut monsieur Fabien, je passe un message pour dire que tes vidéos nous apprennent plein de trucs. Merci beaucoup. Qui y a d'autres? Salut Fabien, tu conseilles quoi aux personnes qui souhaitent apprendre à améliorer leur confiance en eux? En vrai, lisez le livre. Je peux pas mieux vous dire. Je vais vous lire un petit peu quand même le sommaire du livre parce que ça va être en image inversée peut-être. En gros, c'est découpé en 3 grandes parties avec 2 parties de début de fin en plus. Genre, il y a l'avant-propos où il y a les chapitres pourquoi j'ai écrit ce livre, celui qui avait peur d'échouer, une pièce a toujours 2 faces. Là, on va parler justement de l'échec et de l'apprentissage, le cadeau du génie de l'échec. Après, il y a la grosse partie décontaminer votre cerveau et transformer brillamment votre perception de la réalité.
où on parle entre autres que l'homme est fait pour échouer à la base, que le bonheur n'est pas une émotion, que la route n'existe pas vraiment. Ça, ce sera plus clair pour vous quand vous aurez lu. Il y a une autre grosse partie qui s'appelle Assouplissez votre cerveau et transformez vos échecs en grandes réussites. On parle aussi de charge mentale, du curseur, du regard des autres, qui est un vrai miroir déformant. Du fait aussi de ne pas trop juger, des fois, de ne pas émettre de grosses hypothèses. J'ai un chapitre qui s'appelle Un sèche-linge en panne ne fait pas d'effort, parce que j'ai vécu ça le jour où mon sèche-linge ne marchait pas et que j'ai dû le réparer. Où je me suis dit, mais là, lui, il était en échec, il a raté sa fonction primaire, mais il n'a pas fait ça pour ne pas faire d'effort, c'est qu'il y avait quelque chose à régler. Donc moi, quand j'éprouve de la culpabilité sur ce que je fais, c'est que j'ai un problème à régler. C'est pas ce que j'ai fait qui pose problème. Voilà, donc j'ai fait un chapitre là-dessus. Les 10 cachettes où se trouve votre bonheur. On parle des vrais objectifs, de l'auto-jugement, de la collecte des données, de la curiosité, des contre-désirs, de la joie des autres, de le fait d'être particulier ou pas aussi. Et les derniers secrets, ça c'était un peu plus inclassable, c'est est-ce qu'on doit faire ça avec ou sans les autres. Ce genre de transformation de pensée en fait, hein, c'est un mindset qu'on rebouge. Et l'échec des enfants, c'était très important pour moi. J'ai écrit quelques pages là-dessus, 4 pages exactement, c'est assez rapide. Parce que je me dis, si quelqu'un lit ça, l'idée, c'est que son enfant ne le lise jamais parce qu'il n'en a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, il faut absolument que je le mette dans le livre. Et après, bon, il y a quelques petites choses en plus, à l'intérieur évidemment. Fabien, en parlant des temps et d'énergie, comment fais-tu pour gérer ton temps, les vidéos YouTube, les stand-up, les lives et l'écriture? Nerfix, les réponses, c'est dans votre temps est infini. Dans mon livre d'avant, vraiment. C'est toute ma méthodologie et ma manière de penser le temps qui est à l'intérieur du livre précédent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que ça n'enlève pas trop de piment de se connaître? Est-ce que la vie n'est pas plus monotone? Ah, c'est marrant cette question, Titou Magiquet. Est-ce que ça enlève pas de piment de trop se connaître? Alors déjà, j'ai un secret, c'est que on ne se connaît jamais complètement, mais vraiment pas du tout. C'est plus je me connais, plus je sais que je me connais pas, hein. Je règle des choses, je gère au mieux, mais je connais pas. Et non, ça n'enlève pas de piment parce que justement, comme je me connais, je vis vraiment. Je le vois vraiment comme ça. Plutôt que de subir, parce que notre cerveau est très protecteur en fait, hein. Il veut notre bonheur, mais du coup en nous alarmant beaucoup et en nous faisant ressentir des choses bizarres qui nous ont sûrement servi dans l'évolution à notre survie, mais on n'en est plus là aujourd'hui. Donc se connaître, c'est quand même se libérer, hein. C'est se libérer des automatismes. À partir du moment où on vit que sur des automatismes, je ne pense pas que ça enlève du piment à la vie, je pense qu'au contraire, on agit pas selon notre propre bon vouloir. Un exemple concret, quand je suis dans le métro, des fois, je pense à des trucs et je me dis des phrases comme tout le monde dans ma tête. Et je suis un peu vénère ou je pense à des mauvaises choses sur des personnes. Et je me dis, mais comment j'en suis arrivé à me dire ça? Et je dézoome ma pensée et je me dis, mais j'ai eu ça qui m'a traversé l'esprit. Et ça a commencé à faire ses conclusions, à se chauffer tout seul. Je n'ai pas décidé de ça. Et donc reprendre la main sur ce que je pense quand ça arrive, ça me libère de tout en fait. Et je me dis, oh, ouais, tu crains de penser ça, c'est pas bien Fabien. Mais du coup, pourquoi tu as pensé ça? Ah, parce que ça t'a renvoyé à ça. Donc en fait, tu n'avais pas de problème avec cette personne, tu avais un problème toi, parce que y a ci ou ça dans ta vie en fait. Je trouve ça au contraire très libérateur, hein. Il y a Fanny qui dit je fais des études en psychologie et parfois quand les profs parlent d'un truc je suis en mode mais j'ai déjà entendu parler de ça dans les vidéos de Fabien, je trouve ça trop fun. Ah bah c'est cool, merci beaucoup, c'est un chouette compliment. Au final, on se pose trop de questions? Non, me dit Extremi. Non, vraiment pas. Je pense qu'on se pose de moins en moins de questions et que c'est bien là le problème en fait. On manque d'introspection. Parce que le téléphone portable, par exemple, a beaucoup remplacé les moments introspectifs. Aujourd'hui, on ne se laisse plus s'ennuyer. C'est-à-dire, il faut s'occuper tout de suite. Si tu te poses quelque part dans une salle d'attente, par exemple, et qu'on te dit il y a 4 minutes d'attente, voilà, tu vas tout de suite, en général, hein, je parle, hein, mais vous l'avez sûrement constaté, sortir le téléphone et aller voir des notifs ou faire un jeu ou un truc comme ça. Assez peu attendre patiemment et dans ces moments d'attente et d'ennui, ben en fait, on réfléchit, on se pose des questions et c'est chouette ça. C'est très sain pour le cerveau, ce genre de choses. Donc on ne se pose pas trop de questions, rassure-toi. Ok, je vais retourner voir un petit peu les questions qu'il y a aussi sur Cultura, la page Cultura. Alors, je m'étais arrêté où? Je m'étais arrêté ici.
À quand la prochaine vidéo avec Pierre Cross? Elle va se tourner bientôt. Merci pour toutes ces explications. Un plaisir d'en savoir plus sur l'écriture de votre livre. Mais merci Margot de m'avoir posé ce genre de questions. Il y a des personnes qui me disent qu'ils ont hâte de lire mon livre. C'est très gentil également. Je vais regarder peut-être sur YouTube parce que je n'ai pas encore regardé les questions YouTube. Donc je ne vais pas vous abandonner, rassurez-vous. Il faut juste que j'arrive en même temps que je fais ça à prendre les questions du live. Ok, je vais remonter un petit peu. Et je réponds aux questions. Le livre n'est en vente qu'en France? Non, pas du tout. Les livres sont toujours en vente partout, en Belgique aussi, en Suisse. Dans quelques semaines après, à peine aussi au Canada. Les libraires peuvent déjà commander. Donc si vous voulez commander au libraire, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il est gratuit pour tes abonnés les plus fidèles? Oui, tout mon contenu est gratuit pour vous. Tout le contenu que je produis sur Internet, qui a vraiment une valeur avec beaucoup de personnes qui travaillent sur le contenu Internet et que je rémunère. Tout ça est une vraie économie. Et donc le livre, lui, évidemment, il se trouve à Cultura et dans les librairies. Et c'est pas du contenu gratuit. Ça, c'est encore autre chose. Une Marnille qui dit mais comment? Salut, votre temps est infini, m'a beaucoup aidé. Ça a changé ma vie. Es-tu surdoué? Me demande Gabriel sur YouTube. Alors ça, c'est marrant. C'est une question qu'on a beaucoup posée dans ma vie. Est-ce que je suis surdoué ou pas? Est-ce que... je n'ai jamais répondu en fait à cette question partout. Et dans ce livre, je parle de ça. Donc, j'ai des choses différentes des autres. Et c'est de ça dont je parle dans les premiers chapitres. Je ne vais pas vous spoil, mais on parle de ça entre autres. Salut Fabien, j'adore tes vidéos. Matière grise est un très bon exemple, merci. Et j'adore ton magazine Curieuse, merci beaucoup. Continue comme ça. Ah ben d'accord, il n'y a pas de questions. Je t'ai vu en spectacle, c'était super bien, merci pour ça. Ok. Comment faire si je veux avoir le livre si je ne suis pas en France? Bah, comme pour n'importe quel livre, je te propose de le commander. Tu peux le commander chez Cultura d'ailleurs. Parfois, on a l'impression d'avoir déjà vu un moment de notre vie. Oui, sûrement, c'est encore autre chose. Est-ce que tu ne voudrais pas devenir enseignant? Beaucoup trop d'enseignants devraient prendre le temps de t'écouter, je trouve. Moi, je connais plein d'enseignants qui, je trouve, révolutionnent un peu l'enseignement depuis ces 5-10 dernières années. Et un grand bravo à eux. Moi, je n'aurais pas envie d'être enseignant parce que trop curieux, trop aussi, comment dire, peu expert. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines dans lesquels je ne rentre pas dans l'expertise à fond. J'adore faire des conférences, par exemple. C'est une facette de mon métier que vous ne connaissez pas, mais j'ai commencé en donnant des conférences dans les sociétés, j'en donne encore aujourd'hui. J'adore faire ça. C'est ce qui se rapproche le plus de l'enseignement oral, en tout cas. Ça, j'aime bien. Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé être enseignant tout court. Je ne pense pas que ce soit ma vocation. J'ai un côté de divertissement qui est naturel en moi, que je n'ai pas envie de faire taire en plus. Et puis j'ai envie de parler de ce dont j'ai envie de parler au moment où j'ai envie d'en parler. Et ça me donnerait trop de contraintes. C'est pour ça que je trouve ça beau, les personnes qui choisissent la voie de l'enseignement pur et dur, parce que ils ont une envie de transmettre et en même temps, ils ont des conditions pour transmettre. C'est pas évident. Oui, c'est ça, une énorme erreur. Les chercheurs en psychologie ont montré que les passages en mode off du cerveau sont extrêmement importants. Ça fait référence quand on parlait de l'ennui tout à l'heure. Ok, j'ai l'impression que l'échec est une vision que la société donne, mais que si on se concentre sur soi, on se rend compte que l'échec n'en est jamais vraiment un. C'est super vrai, Mabrouk, ce que tu dis sur YouTube. C'est complètement vrai. Alors, la société, je sais pas, mais on est tous responsables de ça. On a collé des étiquettes positives et négatives sur l'échec et la réussite, par exemple. Donc, étiquette positive. Tu n'as pas réussi ça, donc c'est un raté. Donc c'est mal, c'est nul, c'est pas bien, peut-être tu dois t'en vouloir, t'as fermé ta société, mon Dieu, c'est pas bien, t'as pas réussi à faire ça, c'est pas bien. J'ai fait une vidéo là récemment, c'est la dernière sur ma chaîne YouTube sur l'échec, je vous invite à la voir d'ailleurs. Et on parle de tout ça avec des gens qui ont réussi dans leur domaine et qui me parlent de leurs échecs. Et on est tous d'accord sur un truc, j'en parle aussi dans le livre, c'est que l'échec, ça va de pair avec l'apprentissage. Si on n'avait pas la capacité d'apprendre, on n'aurait pas la capacité d'échouer. On pourrait manquer un but. Par exemple, un renard qui chasse un lapin, il peut manquer le fait d'attraper le lapin, mais il ne pourra jamais échouer sur le fait de savoir chasser. Il sait chasser. Nous, on peut se projeter dans un futur, mentalement, en train de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire du tout, en train d'être quelqu'un qu'on n'est pas encore,
Et on peut, avec ce fantasme, relier les deux et apprendre à le faire. C'est quand même juste fou, jusqu'au moment où notre présent va rattraper ce fantasme-là et on va être qui on voulait être dans le futur, parce qu'on aura appris. Mais on n'apprend pas du premier coup. Et donc, ce qu'on appelle souvent l'échec, ce sont juste des phases d'apprentissage. Bernard Werber, dans la vidéo là, qui est sortie sur ma chaîne YouTube, dit un truc super joli. Il dit: j'ai toujours eu l'impression de trébucher en marchant, mais du coup, de toujours continuer à marcher. Et c'est super vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire quand on trébuche, donc quand il y a un truc qui ne marche pas, on ne repart pas en arrière. On a fait le chemin qu'on a fait. Donc juste si on continue, on va recontinuer à faire du chemin. Et peut-être qu'on va trébucher dans 2 secondes, peut-être qu'on va trébucher que dans 2 heures ou 2 jours. Donc en fait, l'échec n'existe pas vraiment en tant que tel. Salut Fabien, j'ai traversé une mauvaise passe en ce moment. Regardez tes vidéos me font tout oublier. Merci à toi. Ben écoute, j'espère que ça va aller, Spaceman. Spaceman est son nom, moi. Euh, Ce livre est une présentation. Ah non, ça c'est quelqu'un. C'est Candice qui explique ce qu'est le live. Quand sera dispo le livre? Oui, alors c'est vrai, je n'ai pas dit le livre est sorti aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a ce live de lancement. Hein. C'est un live de lancement du livre parce que d'habitude on fait des soirées de lancement en fait et des séances de rencontres entre vous et moi pour le lancement des livres. Et là, évidemment, cette année, avec les problèmes sanitaires qu'on connaît tous, on ne pouvait pas le faire. Toute cette version éphémère parce que je ne garderai pas le live par exemple sur YouTube. Mais ça permettait quand même de faire vivre cette naissance de ce livre. Je suis déjà en train de regarder pour la réservation, mais est-ce que le livre va sortir en poche? Alors là, vous allez trop loin, les gars. C'est-à-dire que le livre vient de sortir. On ne sait pas s'il sortira en poche. Peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, j'en sais rien du tout. Lui est sorti, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il est sorti aujourd'hui. Merci pour tout, Fabien. Ton dernier livre est un chef-d'œuvre qui a changé ma vie. Je t'en remercie. Merci beaucoup. Disponible en version numérique? C'est une vraie question. Oui, il est disponible en version numérique depuis aujourd'hui également sur toutes les plateformes habituelles que vous utilisez. Est-ce que je compte faire d'autres livres? Oui, j'ai encore plein de choses que j'ai envie d'écrire dans ma vie. Donc là, pour l'instant, vous pouvez constater que depuis 4 ans, je sors un livre tous les ans. Donc il y aura un livre l'année prochaine, c'est sûr. Un livre l'année d'après, c'est sûr. Tant que j'aurai envie d'écrire, j'écrirai des livres. Tant que j'aurai envie de monter sur scène, je ferai des spectacles. Tant que j'aurai envie de faire des vidéos, je ferai des vidéos. Le bonheur, il est caché dans un coin de mon cerveau aussi parce que je fais ce que je veux faire. C'est hyper important. Sur Twitch, il y a Adi qui dit: salut Fabien, petite anecdote. Ce matin, en allant chercher ton livre dans une petite librairie, je crois que je les ai choqués. Ils l'avaient pas encore sorti des cartons. C'est très très drôle. Je vais re-regarder maintenant sur la page Facebook de Cultura, voir s'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées ou pas. Alexandre Poiret qui dit: comment avez-vous commencé à vous intéresser au mentalisme? J'ai déjà répondu à cette question dans le live. Je n'ai vu que l'avant-propos du nouveau livre pour l'instant et vous y faites des allusions à vos précédents livres. Est-ce qu'il vaut mieux les avoir lus avant? C'est une bonne question, Johanna. C'est vrai que en réalité, tout ce que j'ai écrit est lié. Donc c'est vraiment, il y a une interconnexion en fait. C'est comme si j'avais plein de choses à dire et plein de savoir aussi dans des domaines et que j'avais voulu écrire un livre de 10 000 pages et que c'était pas possible et que du coup on va sortir des livres de 300 pages. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir lu mes autres livres pour lire le dernier, mais alors vraiment pas du tout. Par contre, ceux qui se lisent la collection, que ce soit dans l'ordre ou pas dans l'ordre, bah forcément il y a des choses qui vont s'emboîter pour devenir autre chose encore. C'est-à-dire que tu as une donnée et une autre donnée que tu as appréciées et qui ont pu te servir, mais si tu les associes, ça peut faire encore autre chose. Voilà, mais c'est pas nécessaire au sens littéral du terme nécessaire, quoi. Est-ce que j'ai d'autres questions ici? Non. Je vais peut-être regarder un petit peu sur Twitch. Tuc, tuc. Là, c'est beaucoup de choses très gentilles. Merci à vous. Ok, je vais regarder sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur YouTube? Oh là là, j'ai du retard dans les questions. Pourquoi le format de livre, dit les Maxi Monstres? Alors, j'ai déjà répondu à cette question, donc je ne vais pas le refaire. Je veux acheter tes livres, mais je suis en Amérique, je fais comment? Eh ben, tu les prends soit en version numérique, soit tu les commanderas au Canada, ou alors vous pourrez aussi simplement les commander pour les faire venir de France. J'imagine que c'est complètement possible. Je n'ai pas d'argent, le format poche, c'est pratique. Et oui, je comprends et j'entends bien ça, que c'est toujours un investissement d'acheter un livre. Moi, à chaque fois que j'achète des livres, j'ai l'impression de miser sur moi, en fait, de m'acheter de la connaissance ou de l'ouverture d'esprit. Et je comprends que ce soit un investissement. Le format poche,
J'imagine qu'il existera hein, vraiment dans 1 an et demi, 2 ans. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Après, il y a des endroits aussi où vous pouvez lire le livre. Dans les médiathèques, dans les bibliothèques, vous pouvez leur demander, quand ils l'ont pas, mais souvent ils l'ont, de prendre mon livre et vous pouvez le consulter comme ça gratuitement là-bas. Ou vous pouvez l'acheter à plusieurs et vous le prêter. Ça fonctionne aussi. C'est ça qui est bien en fait avec le livre, c'est que une fois que tu l'as lu et que tu as intégré des choses, le fait de le prêter à quelqu'un, ça ne t'enlève pas ce que tu as lu toi, quoi. Auteur est un métier que tu aurais voulu faire étant plus jeune. Oui, j'aurais bien aimé, je pense, mais ça m'a pas traversé l'esprit parce que je m'en sentais peut-être pas capable. Il y a Rick Dema qui dit j'espère qu'il sortira en version audio. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, je suis en train de l'enregistrer actuellement. Euh, pour, une, pour une question, comment vas-tu? Ben, c'est très gentil. Eh ben ça va. Un peu fatigué parce que beaucoup de choses en ce moment, entre ce qui se passe, les réactions qu'on doit avoir pour la transformation des spectacles vivants. Il y a encore eu des annonces hier soir. Donc on compose avec ça en permanence. Il faut être hyper flexible. La sortie de ce livre qui était stressante, c'est quand même le livre le plus important que j'ai pu écrire dans ma vie. Donc le fait de savoir comment vous allez l'accueillir, tout ça. Et puis des grosses vidéos en tournage, dont une demain qui est assez stressante à tourner. Donc ça va, mais un peu fatigué. Euh, Peux-tu adapter le livre Votre temps est infini en anglais et en chinois? En chinois, c'est en cours. Il va sortir en Chine. Mes livres précédents sont sortis en Chine. Et Votre temps est infini, il y a toujours le même éditeur chinois qui a décidé de le sortir. Donc il est en cours de traduction. Il va paraître. Et en anglais, je crois pas que pour l'instant il soit en train de se faire traduire en anglais. Après, il existe déjà en italien aussi. Il est sorti en Italie, il est sorti en Lituanie aussi. Les livres, ils sont dans 13 pays maintenant. Ça, c'est un truc. Vivre ça en tant qu'auteur, c'est vraiment une dinguerie. Ça. Euh, Tu t'imposes d'écrire un livre par an ou c'est un peu quand t'es motivé? Me demande Loli Rock. Je me le semi-impose. C'est-à-dire que je veux écrire un livre par an. Parce que si je suis pas capable d'écrire un livre par an, c'est que j'ai pas compris comment fonctionnait le temps. Et on peut vraiment écrire un livre par an. Donc je m'impose cette rigueur-là, mais une fois que j'ai enclenché le processus, je m'impose rien parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Coucou, j'ai acheté le livre aujourd'hui sans même savoir que tu venais de le sortir. J'ai tellement hâte de le commencer. Le temps est infini, m'a beaucoup aidé, donc j'ai hâte. Merci à toi. Ben, merci beaucoup à toi également. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de partager ton expérience et de la poser sur le papier? C'est une super question, William. Qu'est-ce que ça m'apporte de mettre tout ça sur le papier? Je crois que de tout temps, j'ai aimé faire naître dans le cerveau des gens ce que j'ai vécu dans le mien. J'ai appris à jouer aux échecs à 5 ans. Et quand j'étais à l'école primaire, quoi, à partir de 6 ans, dans la cour de récré avec des pièces que je découpais dans du papier, des fausses pièces de jeux d'échecs, j'expliquais les règles des échecs à mes copains, quoi, qui étaient plus ou moins intéressés, on va pas se mentir. Donc je vois bien que depuis toujours, j'ai voulu retransmettre les choses. Et je crois que quand on m'apprend quelque chose, ou quand j'apprends quelque chose indirectement ou directement, j'ai un espèce de truc dans le cerveau qui fait mais c'est trop bien, c'est génial. Et je veux recréer ça dans le cerveau des autres personnes. Donc dès que j'ai appris un truc dans la journée, toutes les personnes que je croise, je vais leur retransmettre ça. Donc on voit qu'il y a un mécanisme qui est dans mon ADN. Et je pense que la version ultime de ça, c'est mettre le savoir sur papier et le mettre à disposition, quoi. Bon courage, pas. Là, je trouve ta façon de parler ressemble énormément à celle de Monsieur Werber, une inspiration peut-être. Ah, c'est drôle. Pas la manière de parler, alors peut-être le fond. C'est possible. Je suis ami avec Bernard Werber. Hein, on n'est pas amis pour rien. C'était assez drôle. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 4 ans, je crois. Et c'était fou parce que je lisais ses livres depuis 1991. Donc ça remonte quand même. Et j'étais un grand fan de ce qu'il pouvait écrire. Ça m'ouvrait des horizons de pensée. Donc ça a été fou pour moi de rencontrer cette personne et de devenir ami avec cette personne. Donc c'est peut-être pas un hasard du coup. La vidéo sur l'échec est incroyable. Ben, merci beaucoup. La vidéo sur l'échec, de toute manière, c'est une extension du livre. Et c'était pour vous présenter le livre. Hein. Donc les deux se marient très bien. En tant que mentaliste, l'art de la parole a-t-il une grande influence sur ton travail? Pas tellement. Pas tellement. Mes intentions plus. Fabien, as-tu déjà l'impression d'avoir la tête qui explose quand tu dois faire quelque chose chez toi, par exemple ranger, classer, mais que tu y arrives au boulot? Mais que tu y arrives au boulot. Ah oui, 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 je connais cette sensation et je vois tout à fait ça. Mais ça, je le gère très bien. Et tu ne seras pas étonné si tu lis le livre précédent ou ce livre-là. Je m'aperçois que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en live. Je ne peux pas monopoliser la page de Cultura trop longtemps. Comment dépasser ces complexes pour accomplir ce que l'on veut faire, dit Leïla?
Mais oui, mais les complexes aussi, c'est intéressant de parler de ça. Euh, Déjà, tu te poses la question et c'est chouette, mais en vrai, quand je parle dans le livre, qui a une grande partie qui s'appelle Décontaminer son cerveau puis assouplir son cerveau, ça parle exactement de ça, entre autres. On est vraiment là-dedans, en fait. Comment on se sent plus libre et plus heureux? En fait, comment ça se fait qu'on est déjà libre et heureux mais qu'on l'a oublié? C'est un vrai truc. Est-ce que j'ai déjà eu le problème de la page blanche? Eh bien non, pas avec la méthode du coup que j'utilise pour écrire comme je vous l'ai expliqué avant. Je vais descendre un petit peu dans les commentaires pour être un petit peu plus frais dans mes réponses. Euh, Perso, j'ai du mal à être heureux parce que je priorise les choses avec mes mantras, mais j'ai aussi CS de ce que je sacrifie. Est-ce que tu agis sans être frustré parce que tu laisses de côté? Oui, oui. Non, non, je ne suis pas frustré de ce que je laisse de côté parce qu'il y a soit des choses qui existeront plus tard, soit des choses qui n'ont pas vocation à exister. Il faut vraiment adopter un certain lâcher-prise sur des choses. Il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et puis tant pis, c'est pas grave. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais faire dans la vie que je n'ai pas fait ou que j'ai pas pu explorer jusqu'au bout. C'est de la musique. J'avais un groupe de musique et tout ça. J'ai vraiment adoré cette partie-là de ma vie et je croyais que j'allais en faire mon métier. Et puis en fait, j'ai lâché après pour autre chose et c'est pas grave. C'est pas peut-être ça existera, on ne sait pas. Si ça se trouve un jour je ferai un live pour dire hey, j'ai sorti un album. Mais bon, ça ressemblerait plus à du Mano Solo qu'autre chose. Est-ce que tu crois en la parapsychologie? Et la parapsychologie, ok. La parapsychologie, c'est pas du tout mon domaine. Donc j'ai pas forcément d'avis dessus. Je suspends complètement mon jugement là-dessus. On m'a pas démontré en tout cas des choses incroyables. Par contre, j'ai une spiritualité qui m'appartient, qui est personnelle. J'ai des croyances qui ne sont pas religieuses d'ailleurs, mais c'est une spiritualité que je me suis construite au fil des années. Et j'en parlerai peut-être d'ailleurs un jour plus longuement. Mais la parapsychologie, moi je ne l'ai pas expérimentée, je ne l'ai pas vécue et on ne me l'a pas témoigné du coup. Voilà, si ça peut répondre à ta question. Je vais retourner juste quand même chez nos amis de chez Cultura, parce que c'est quand même eux qui ont créé ce live pour le lancement du livre. À quand ton premier roman? Oh, c'est trop adorable de mettre ça. J'adorerais écrire un roman. J'ai des idées. Je vais relire mon propre livre parce que des fois je doute de ma capacité à écrire une histoire, pas à créer l'histoire, mais à l'écrire et à ce que ce soit agréable à lire comme tous les romans que j'aime lire. Mais un jour, sûrement, j'écrirai un roman. Peut-être faudrait que je commence par publier des nouvelles. Je vous parle déjà de la méthode des petits pas là, mais un grand bonjour. J'ai été sur ta page Facebook. Il y a beaucoup de monde. Tu as eu 2 demandes en mariage. Bravo pour ton travail. Tu as l'air d'être une belle personne. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci. J'irai voir les demandes en mariage. Bonjour, penses-tu qu'une personne puisse naturellement avoir le don de la lecture physiologique? Cela peut-il être assimilé comme une maladie ou un handicap? Merci pour ta réponse. Oui, il y a des personnes qui ont ce don-là. On peut parler d'un don. Je ne crois pas que ce soit un handicap, mais la plupart des personnes, on doit apprendre à décrypter ça. Moi, j'ai dû vraiment comprendre ce qui se passait sur les visages des gens pour comprendre ce qu'ils ressentaient, pour en faire un métier, quoi. En partie, hein, c'est une toute petite partie du métier, et en plus c'est que des hypothèses, et souvent c'est pas hyper précis, c'est pas si juste, mais il y a des personnes qui peuvent le faire comme ça spontanément, c'est assez impressionnant. Regardez la saison 1 de Lie to Me, dans cette série, on voit ce genre de personnes, série qui était consultée par Paul Ekman, qui est une bonne sommité dans son domaine. Les amis, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ce soit sur le Facebook de Cultura, que je remercie encore d'avoir organisé ce live pour présenter mon livre, parce qu'on ne pouvait pas le faire dans un des Cultura à cause des problèmes sanitaires actuels. Merci aux éditions First aussi, qui ont hébergé cette vidéo et qui me font confiance maintenant tous les ans depuis 4 ans et qui m'accompagnent au sens propre du mot accompagner. Merci à vous qui me suivez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch habituellement, et qui vous êtes connectés aussi pour découvrir mon nouveau livre. Donc Le Bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Vous le trouverez Cultura, Fnac, chez tous les libraires. De toute manière, toutes ces personnes-là ont besoin aussi d'être soutenues. N'oubliez pas, depuis aujourd'hui, la version numérique également et la version audio viendra.
Portez-vous bien, j'ai hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me les faire sur les réseaux, si vous faites un post sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, n'hésitez pas à me taguer dedans, je lis tout, je vois tout passer. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vois tout et ça me touche beaucoup. Donc n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas quand vous l'aurez lu aussi simplement vous laisser si vous l'achetez sur une plateforme ou même si vous l'avez acheté en physique, vous pouvez aller sur les plateformes pour laisser un commentaire sur Cultura, mais aussi sur les autres boutiques, la Fnac, Amazon, etc. Vous pouvez laisser un commentaire, un témoignage de ce qu'a engendré pour vous cette lecture, dans le bon ou dans le moins bon. Et ça aussi, je vais le voir. Je vais le voir moins souvent parce que je me protège pour pas être impacté par les retours négatifs, pour pas les recevoir quand j'ai pas décidé de les recevoir. C'est l'un des concepts également du livre, mais je vais toujours les voir. Donc ça m'intéressera énormément. Merci d'avoir suivi ce live pour le lancement de ce livre. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Merci de me suivre. Ce livre, je l'ai écrit pour vous et grâce à vous. Et c'est fou, cette aventure littéraire grâce à vous. Merci, à très bientôt. Ciao.